Vous êtes devant le jury composé de Dr Mbodj, Dr Djibril Diédhiou et Dr Latou Diouf et de moi-même, Dr Barka Ndiaye, pour nous présenter votre rapport de stage. Vous avez entre 10 et 12 minutes pour nous présenter l'essentiel de votre travail. Sonacos dispose d'une filiale qui produit l'aliment de bétail dans son usine qui est à Diourbel. Là-bas, on trouve 3 types d'aliments de bétail. L'aliment de bétail Yafal, l'aliment de bétail Ladoum, mais aussi l'aliment de bétail mélange. L'aliment de bétail Yafal et l'aliment de bétail Ladoum, ce sont le même aliment. Ils diffèrent juste par leur granulation. Par contre, l'aliment de bétail Yafal est différent de l'aliment de bétail mélange. C'est ce que je vais tenter de vous expliquer ici. Ils diffèrent à travers leur composition. L'aliment de bétail Yafal ne contient pas de mélasse, alors que l'aliment de bétail mélange contient de la mélasse, mais ne contient pas du maïs, alors que l'aliment de bétail Yafal contient du maïs. À part ça, ils ont les mêmes autres matières premières, mais diffèrent aussi des produits techniques utilisés. Ils ont certains produits techniques en commun, mais aussi certains produits techniques qui sont spécifiques à chaque type d'aliment de bétail. Je vais passer au diagramme de production. Comme je vous l'ai expliqué tantôt, à l'exception de certains intrants et produits techniques utilisés, les 2 types d'aliments de bétail ont pratiquement le même diagramme de production. On commence d'abord par faire un pesage des différentes matières premières dont on aura besoin afin d'avoir un mélange en poudre après broyage. Après broyage de ces matières premières, on obtient un mélange en poudre. Maintenant, on va ajouter à ce mélange en poudre des produits techniques qui sont spécifiques au type d'aliment de bétail, soit l'aliment de bétail Yafal ou mélange. Après avoir ajouté les produits techniques, on obtient 1500 kg d'aliments de bétail en poudre. Maintenant, pour obtenir l'aliment de bétail proprement dit, sous forme de bâtonnet, on fait passer la poudre dans une machine que l'on appelle des machines presse. Ce sont ces machines-là, à travers de la vapeur produite, qu'ils vont donner la forme, c'est-à-dire la forme en bâtonnet de l'aliment de bétail, mais avec une très forte température. Maintenant, à travers ces machines-là, on va refroidir l'aliment de bétail avant de passer au conditionnement. Pour le contrôle qualité, j'avais eu à utiliser ces différents matériels, à savoir l'étuve réglable, une balance analytique, un dessiccateur pour le refroidissement, des capsules. Ce sont ces capsules-là que l'on utilise pour chercher l'aliment de bétail à travers l'étuve, mais aussi un broyeur. Voici le mode opératoire que j'ai eu à résumer. En premier lieu, à l'aide d'un broyeur, on transforme l'échantillon d'aliment de bétail en poudre. Après avoir transformé l'aliment de bétail, on tare les capsules, c'est-à-dire les capsules que l'on utilise. On détermine d'abord leur poids. Ensuite, on additionne à ce poids 5 g d'échantillon dans chaque capsule. Ensuite, on va mettre les capsules dans l'étuve qu'on va chercher pendant 2 heures à 103 degrés Celsius. Après cela, on passe au refroidissement à travers un dessiccateur pendant 20 minutes. Après le refroidissement, à l'aide de la place, on pèse à nouveau les capsules et l'échantillon d'aliments de bétail. Après cela, à travers le calcul, on détermine le poids d'eau, ensuite l'humidité. Les perspectives, il faut insister sur ça, parce que lui, il a pris l'exemple du lait, mais il y a la viande aussi. C'est les bêtes qui vont consommer ça, et ces bêtes vont être consommées. Donc, si la viande est contaminée, donc cette contamination aussi peut se transmettre à l'homme qui va consommer ça. Donc, les analyses là, surtout l'aflatoxine, ça c'est, voilà, il faut le faire. Ça, il faut leur convaincre de faire ça. Aussi, je n'ai pas vu un peu également la composition chimique, les analyses en ce qui concerne peut-être les protéines, d'autres nutriments pour l'aliment. Je ne sais pas pourquoi vous ne faites pas ces analyses-là, mais ça également c'est important. Est-ce que cet aliment-là, ça n'a pas engraissé les bêtes? Est-ce qu'il y a eu des études sur leurs produits-là pour voir est-ce que ça est efficace sur les bêtes? Donc la farine de blé nous a été fournie par les grands moulins de Dakar. Donc la première transformation à faire était de produire la farine de maïs. Et là, après avoir réceptionné les grains de maïs et pesé, la première opération à faire consiste à faire le nettoyage calibral qui va permettre d'éliminer tout ce qui est impureté, mais aussi permettre une séparation granulométrique des grains. Ça se fait grâce à ces tamis nettoyeurs calibrés constitués de plusieurs mains. Et après cette opération, on passe à l'opération de décortiquage qui va permettre de débrasser le grain de son enveloppe, mais aussi d'une partie du germe. Ça se fait grâce à cette
décortiqueuse là constituée d'une trémie et il y a la chambre de décortiquage et c'est en avant qu'on récupère les grains décortiqués, en arrière on a le son. Et après cette opération de décortiquage, on passe à un autre nettoyage qu'on appelle nettoyage complémentaire qui va permettre de débrasser le son résiduel dans le maïs. Ça se fait aussi grâce au tamis nettoyeur, mais là avec la plus petite maille de 0,50. Et après cette opération, on passe à la dernière opération qui va nous permettre d'obtenir la farine de maïs, qui est la mouture, qui se fait grâce à cette broyure à marteau, qui va permettre d'écraser les grains de petites particules fines. Elle aussi, elle est constituée d'une trémie. Là, on va passer les grains de maïs décortiqués et il y a la chambre de broyage et c'est dans cette poche-là qu'on récupère la farine de maïs. Une fois la farine de maïs obtenue, on fait les différents constituants, les différentes substitutions plutôt, et on passe aux différentes analyses. Et la première analyse à faire consiste à prendre les humidités des farines grâce à cet humidimètre qui va permettre une détermination rapide. Elle est constituée d'une chambre à échantillon. À l'intérieur, il y a une coupelle où on va verser environ 3 grammes de farine et on allume la machine. Et une fois, à la fin de l'opération plutôt, un signal sonore va être émis indiquant la fin de l'opération et les humidités vont être lues directement sur cet écran. Et après cette analyse, on passe à une autre analyse qu'on appelle l'analyse au réofermentomètre qui va permettre d'étudier l'évolution de la fermentation suivant des contraintes qu'on appelle là le protocole Chopin qui va indiquer tous les ingrédients à mettre ainsi que le mode opératoire. Et une fois ces analyses faites, on passe directement à la production de pain ou panification, dont la première opération consiste à faire le pétrissage qui va permettre de mélanger plutôt de façon intime tous les ingrédients. On a la farine, l'améliora et l'eau sont les 3 ingrédients qui vont être mélangés en premier dans le pétrin, suivant une vitesse lente. Et ensuite, 2 minutes après, on fait l'ajout de la levure et 3 minutes après, on fait l'ajout du sel. Et l'opération, ça se passe pendant 10 minutes. Et les taux de 0,5% d'améliora et 1% de levure et 1,8% de sel sont calculés en fonction de la quantité de farine utilisée. Après, on passe au pointage qui va permettre de donner de la force à la pâte, mais aussi permet le développement des arômes. Il est constitué de 4 grandes parties. Il y a la détente qui correspond au tout premier mois de repos de la farine dès la sortie du pétrin. C'est pendant ce temps qu'on utilise le thermomètre pour prendre la température de la pâte. Et une fois après, on passe à la division qui s'est fait manuellement grâce à cette coupe-pâte. Ensuite, on passe au boulage pour éviter l'échappement du gaz. Et ensuite, il y a la fermentation intermédiaire qui vient. Et après cette opération, on passe directement au façonnage qui va permettre la mise en forme des pâtons. On aplatit, on plie et on met ça sur ces plateaux. Et après cette opération, on passe à l'appareil ou fermentation proprement dite qui va permettre le développement du volume des pains. Et là, ça se passe à l'intérieur de cette étude de fermentation qui va permettre de réguler la température pour permettre de faire lever la pâte. Et après cette opération, on passe à la cuisson qui va permettre de transformer la pâte en pain. Ça se fait dans cette four rotatif qui est préchauffé jusqu'à 200 degrés et on maintient la température pendant 28 minutes. Et une fois la cuisson terminée, on sort les pains du four. C'est ce qu'on appelle le défournement et le ressuyage qui met fin à la panification. Ça va permettre l'échappement de la vapeur d'eau et du gaz carbonique. Je vais démarrer mon intervention par féliciter la candidate de sa présentation très claire, qui montre d'ailleurs qu'elle maîtrise son sujet. Ça, il faut préciser. C'est très clair et elle maîtrise bien le sujet. Et profiter de cette occasion pour remercier nos partenaires de l'Institut de technologie alimentaire qui nous sont très utiles, notamment son encadreur Maurice Lopi et le chef de l'atelier Salif Sow. Dans la diapositive où tu as parlé de tamis vibreux, il fallait nous préciser les refus de tamis. Les refus de tamis. D'accord, on a précisé. Si ce n'est pas dans le document, il faut l'ajouter au document. Après préparation, on peut, avec nos goûts, savoir si la viande est de bonne qualité ou pas. La tendreté, on voit que vraiment, si plus la viande est tendre, plus elle est bonne. Et la jutosité aussi, plus la viande est juteuse, plus elle est bonne.
Pour les produits élaborés à base de viande, ici on a pris l'exemple du saucisson à l'image 1, de l'hamburger, du jambon, de la viande hachée, des brochettes de viande et du rôti cuit. Pour ces 3 produits, on peut dire que concernant la viande hachée, saucisson et hamburger, ce sont des produits qu'on maîtrise très bien à l'entreprise de Beersheba, l'unité de Beersheba. Quant à les autres, je les listais en tant que produits transformés à partir de la viande. Ici, pour les produits à base de viande, nous avons fait focus sur le cas du saucisson, la préparation du saucisson. Ici, on a dit que la production de saucisson s'effectue à travers ces différentes étapes, que sont la réception et préparation de la viande. On le sait tous, s'il s'agit de la transformation, on sait tous que la qualité du produit fini dépend toujours de celle de la matière première. Du coup, pour un bon saucisson, il faut quand même avoir une bonne viande, une viande de qualité pour avoir un saucisson de qualité. Du coup, après de la viande de qualité, on doit utiliser 75% de viande maigre et 25% de gras, c'est-à-dire de graisse. À l'unité de Beersheba, les saucissons se font à base de bœuf ou de porc. Et pour la préparation, la viande doit être désossée, parée, c'est-à-dire enlever la peau, et dénerveter, c'est-à-dire enlever les parties nerveuses. Ici, on passe à la deuxième procédé, c'est-à-dire le hachage et le mélange. Le mélange, c'est-à-dire la préparation de la mêlée. Ici, le hachage consiste à découper la viande en taille plus fine et à l'aide d'un hachoir électrique que nous avons ici. Après, ensuite, la viande hachée est assaisonnée avec du sel, du poivre, du sucre, des épices que nous allons lister après, et du sel nitrité. Le sel nitrité est facultatif, c'est-à-dire qu'il peut venir ou peut ne pas venir. Ici, nous avons ici l'exemple pour l'image 8, l'exemple d'un hachoir électrique qu'on utilisait là-bas. Voilà, il est constitué d'une entrée qui est en haut, par laquelle seront pénétrées la viande, qu'on va découper en morceaux pour faciliter le hachage. Après, il y a la viande ici qui sort par cet orifice qui a des tailles de un diamètre de 5 à 8 cm, à 8 mm. Après, on a l'embauchage. Le mélange est poussé. Ici, il s'agit du remplissage des boyaux. Donc ici, c'est la machine à remplissage du boyau qu'on s'appelle poussoir à saucisson. Donc après ici, pour le remplissage, on utilisait des objets pointus, c'est-à-dire des pics, pour quand même faciliter le remplissage et de s'assurer qu'il n'y a pas de l'air à l'intérieur. Là où on voit une petite portion d'air, on pique là-bas pour un peu libérer l'air. Après le tuvage et le séchage. Ici, le tuvage, on peut le surnommer le pré-séchage, parce que ça facilite le séchage. Elle se fait à des températures de 20 à 25 degrés durant 2 à 3 jours. Lorsque tu parles de transformation des produits carnés, ça c'est illimité. Donc la liste est très indéfinie. Et donc parle-nous de produits carnés. Et s'il y en a pas, si la liste n'est pas longue, autant laisser avant d'embarquer les gens dans les délais. Donc le libellé doit être revu. Le libellé du sujet doit être revu. Donc pour au moins camper avec les termes. Donc, à un certain moment, vous comparez la composition chimique de plusieurs viandes. Alors, moi, je pense que vous avez mis beaucoup de temps sur ça. Il faut vous limiter à vous, ce que vous avez fait. Tu nous donnes de façon générale la composition des viandes. Mais les produits que tu as eu à faire, c'est le saucisson là. C'est quoi la composition? Parce que moi, quand je vais acheter, je connais la composition des viandes, mais quand j'achète votre produit là, c'est votre produit que je veux savoir de la composition.
est-ce que votre produit, c'est quoi la composition? Est-ce que j'ai assez de protéines, j'ai assez de, voilà, de B12, etc. Venons-en maintenant à la présentation de quelques fours. On peut dire que l'utilisation des types de fours dans les pays en développement dépend nécessairement des connaissances, mais aussi des habitudes locales, qui sont elles-mêmes tributaires des matériaux de construction, ainsi de la qualité du poisson à traiter. Et c'est dans ce cadre que nous avons jugé nécessaire de vous présenter un fumoir short-cut traditionnel, qui est composé d'un fumoir lui-même, qui est rectangulaire avec 2 compartiments et 2 ouvertures pour le foyer à l'avant. Il est préférable de mettre un mur de séparation dans le sens de la largeur. Les dimensions varient en fonction des besoins du producteur et de la quantité du poisson à traiter. Les clés de fumage sont simples, quadrillées en bois, légers, durs avec des poignées, et les clés sont conçues de façon à qu'elles puissent s'imbriquer de la fumée dans les clés. Il y a aussi un autre type de four qui est appelé four technique de traitement FAO de Thiaroye, qui est une réponse, on peut dire, aux besoins d'amélioration des opérations de fumage, mais aussi pour réduire la pénibilité du travail des producteurs. En quoi faisant? Parce que les produits qui sont issus de cette technique-là sont de meilleure qualité et sont faciles à commercialiser, car ils sont plus conformes aux exigences sanitaires, ils sont indépendants des aléas climatiques, c'est-à-dire elles peuvent se dérouler en toute saison, mais aussi ça permet à la sauvegarde de l'environnement, car les matériaux végétaux souvent encombrants de l'environnement, comme les fibres de maïs et les fibres de coco, peuvent être utilisés. Il y a une figure qui montre à quoi ressemble ce four-là, qui est composé de cendrier, de forge, qui permet de faire brasser l'air chaud qui est issu du répartisseur de chaleur. Il y a aussi le filtre qui permet de retenir les résidus ou bien les poisons lorsque la fumée va passer dans la chair des poissons. Il y a aussi un générateur de fumée, comme dit il y a aussi comment dirais-je, la collecte de graisse qui permet de collecter la graisse lors de la cuisson du poisson. Maintenant, venons-en à la présentation d'un produit issu du fumage, qui est le conque fumé. Le conque est issu du fumage à chaud des mâchoirons éviscérés, et on utilise comme fumoir le type short-cut. Voici le diagramme de fabrication. Dès la réception de notre poisson fumé, on va avoir le premier nettoyage qui se fera avec de l'eau claire pour rincer le mucus, pour enlever le mucus plutôt, et le sable qui étaient collés. Il y aura l'éviscération que nous avons expliqué tantôt. Le second nettoyage avec de l'eau javelisée qui permettra de maintenir la qualité microbiologique du poisson. Le trempage avec un mélange d'eau salée et des extraits végétaux à caractère bactériostatique qui permettront à la fois de maintenir la qualité microbiologique, mais aussi d'initier la déshydratation, mais aussi d'inhiber la prolifération microbienne. La cuisson, c'est un traitement thermique qui permet de cuire et de déshydrater le poisson à une température de 170 degrés à un temps de 2 heures de temps plutôt. Tu as fait une synthèse bibliographique sur le bon nombre de pratiques de fumage. Maintenant, y a-t-il des recommandations peut-être parce que c'est dans le cadre d'un projet, pour multiplier l'une des appareils peut-être que tu viens de nous présenter, à faible coût et avec une utilité élevée pour la population locale. Parce que l'idée du projet, c'est ça, c'est d'implanter des fumoirs tout au long, je crois, de la petite côte. La recette de fabrication, c'est 1 kg de gingembre, 2,5 litres d'eau, sucre, 2 citrons, conservateur et acide citrique. Le mode opératoire. Les différentes étapes du mode opératoire sont le lavage. Après réception du produit, la première étape de la transformation du produit consiste, premièrement, on utilise de l'eau uniquement pour laver le gingembre, puis on utilise de l'eau avec de l'eau de javel pour une deuxième fois, pour rincer une deuxième fois, puis on utilise encore de l'eau uniquement pour rincer les gingembres. Après, on utilise un couteau pour l'épulsage. Cette opération qui consiste à enlever l'épiderme et les points noirs à l'aide d'un couteau. Puis on passe au broyage. Pour le broyage, on utilise un mixeur pour obtenir une purée. Puis le trempage. La purée obtenue est trempée dans une bassine
en plastique en raison de 1 kg de purée pour 2,5 litres d'eau. Ensuite, laisser macérer pendant 2 heures, puis faire le filtrage au tamis. Puis, on passe à la décantation qui consiste à laisser reposer le liquide pendant 30 minutes pour précipiter l'amidon. Puis, on passe au filtrage au coton hydrophile qui est étalé sur le tamis fin pour éliminer les plus petites impuretés. Le département sciences et technologies alimentaires déroule ses soutenances depuis la semaine dernière. Donc c'était le 31. L'autre séance s'est déroulée le vendredi passé et aujourd'hui nous comptons finir. Donc à l'image d'autres départements qui ont déjà fait ces séances de soutenance, donc voilà à notre tour de faire la présentation des travaux de nos étudiants. Donc les étudiants sont passés et jusque-là les choses se passent bien. Donc les choses se passent bien. En tout cas, nous sommes satisfaits de leurs prestations. Et voilà, ils ont démontré quand même leur capacité à pouvoir restituer un travail scientifique. Et nous avons eu aussi des retours des maîtres de stage qui se sont félicités en tout cas de la prestation de nos étudiants. Et ça, je pense que nous devons tout ça là grâce à la qualité de la formation. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu beaucoup confiance à ces étudiants-là. Nous espérons que, en tout cas, au sortir de cette promotion, au sortir de l'UCN, après l'obtention de cette licence, donc ils pourront très facilement obtenir de l'emploi. Et puis ceux qui désirent aussi poursuivre les études pourront le faire très bien. Parce que déjà, on avait déjà des étudiants qui nous disaient qu'ils avaient des préinscriptions. Donc on a quelques étudiants qui sont déjà partis. Et je pense qu'en tout cas, nous avons confiance à ces étudiants. Nous avons confiance de la formation que nous les avons inculquée. Donc nous tenons à remercier mon collègue et moi du département. Tenons à remercier tous les collègues qui nous ont appuyés dans ces séries de soutenance. Donc je veux citer nommément Dr Guillaume Antoine Balokoun, Dr Halim Boy et Dr Fat Kine qui ont été disponibles et qui nous ont prêté main forte. Donc leur apport était considérable parce que ça nous a permis quand même de bien réaliser le travail comme il se devait avec une diversification quand même des membres du jury. Et voilà, c'était aujourd'hui ma journée pour les séances de soutenance et j'ai eu à effectuer mon stage au niveau du laboratoire de mycotoxines à l'Institut de technologie agroalimentaire de Dakar, dénommé ITEA. Et j'avais comme thème les paramètres physico-chimiques favorisant la production d'aflatoxine. Alors, mon impression par rapport à la séance de soutenance aujourd'hui, c'est qu'on est très satisfait aujourd'hui vis-à-vis des professeurs, vis-à-vis des présidents du jury, vis-à-vis de la timing, de comment est-ce qu'ils nous ont inculqué ces valeurs. Parce que je dirais que ces séances de soutenance sont une sorte de synthèse pour nous, parce qu'on a passé 3 ans ici au niveau de l'Université du Sine Saloum, et cela nous a permis aujourd'hui de vraiment pouvoir assaillir nos bases de données, c'est-à-dire tout ce qu'on a appris ici. Ces séances de soutenance nous ont permis de pouvoir étaler notre savoir par ici. Et cela nous ouvre des perspectives parce qu'aujourd'hui, on a fait une séance de soutenance qui nous permettra, dans le futur, lorsque nous ferons nos mémoires, Inch'Allah, on l'espère bien, de comprendre le milieu et comment ça doit se faire. Donc nous remercions également les présidents du jury et nos collègues. J'aimerais aussi rajouter qu'il y a certains de nos collègues qui sont déjà passés par ici et qui ont eu des masters à travers ces séances de soutenance parce que nos notes vont nous favoriser là-dessus. Donc nous espérons aussi que les professeurs seront indulgents là-dessus et aussi au niveau de l'administration, ils vont nous appuyer pour avoir des masters ultérieurement. Donc pour terminer, je finirai aussi par remercier toute la licence parce que c'était pas évident, on a passé 3 ans ici et ces séances de soutenance nous ont permis de vraiment assurer tout ce qu'on avait. J'ai eu la chance de faire mon stage à Frutal, une unité de transformation qui transforme les fruits et légumes locaux et se situe à Dakar.
Pour ma part, j'ai eu à faire ces stages durant ma première année, ce qui a été très impactant durant tout le reste de mon cursus, parce que faire un stage à N1 te permet d'avoir beaucoup plus de connaissances très pratiques dans le domaine de la transformation. Et grâce à ce stage aussi, j'ai pu transmettre mes connaissances dans notre coopérative où on a eu à faire des sirops de bissap blanc et rouge, parce que j'ai initié la production de sirop dans notre coopérative. Durant ces stages, nous transformons la mangue parce que nous notons qu'il y a beaucoup de pertes post-récolte de la mangue. Nous transformons aussi le piment en purée et sauce pour faciliter aux consommateurs l'utilisation du piment en sauce et purée. Nous transformons l'oseille en purée aussi, l'ail en purée, le citron, le mad qui est très apprécié par les consommateurs aussi, nous le transformions. En total, Frutal avait plus d'une trentaine de produits qu'elle commercialise et qu'on trouve un peu partout. Pour revenir aussi sur les présentations, nous avons vraiment apprécié faire ces présentations parce que cela va nous permettre de nous habituer à présenter nos masters et nos soutenances lors de nos doctorats pour les étudiants qui veulent aller beaucoup plus loin. Aussi, nous remercions le corps professoral, Dr Diédhiou et Dr Barka pour leurs accompagnements durant la présentation de ces stages. Nous voulons aussi leur interpeller pour l'accompagnement des masters, s'ils peuvent nous accompagner pour les masters, parce que beaucoup d'entre nous veulent intégrer des masters, mais comme que l'UCN n'a pas encore mis en place des masters, forcément nous allons vers les masters extérieurs comme à l'ESP, à l'UGB ou bien même à l'extérieur. Donc s'ils peuvent vraiment nous accompagner dans cela, nous sommes vraiment ravis. Je remercie aussi l'ensemble des étudiants, mes camarades, mes collègues, où on a eu à passer de très bons moments durant ces 3 années. On était vraiment une famille, la famille STA, ce qui était vraiment important pour nous, car le milieu social est très important dans le milieu universitaire. Et on a vraiment apprécié ça. Même nos relations avec nos profs aussi étaient très particulières parce qu'on est tout le temps dans leur bureau, leur poser des questions. Ils étaient vraiment très très disponibles. Je remercie aussi les structures d'accueil qui nous ont accueillis, comme les structures telles que ITEA qui a accueilli beaucoup d'étudiants, Frutal qui m'a accueilli personnellement et aussi les GIE qui ont accueilli beaucoup d'étudiants. C'est grâce à eux que beaucoup d'étudiants ont eu leur stage.